Il est 19h, passé de 1 minute. C'est l'heure du duel. Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Marie-Aline. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, qui est avec nous en direct. Merci Dani. Alors jusqu'au bout, les consultations, les tractations se poursuivent. C'est l'heure des derniers réglages avant une nomination du gouvernement au plus tôt, nous dit-on, demain matin. Emmanuel Macron et François Bayrou se retrouvent ce soir une troisième fois pour échanger. Alors il y a, comme dans chaque formation de gouvernement, des tractations autour de ministères régaliens comme le Quai d'Orsay, que se disputent, selon nos informations, Gérald Darmanin et Jean-Noël Barrot, qui est actuellement au Quai d'Orsay. Est-ce que François Bayrou, finalement, se retrouve avec moins de marge de manœuvre que Michel Barnier? Oh, Luc. Mon camarade Dany, vas-y. Il est désabusé, Luc. Oui, non, parce que ça m'intéresse très peu. Franchement, Marie-Aline, on n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien. Parce que je ne crois pas que Michel Barnier avait énormément de marge de manœuvre. Alors, encore moins, je ne sais pas, je n'arrive pas à mesurer. Non, moi je crois qu'il y a deux choses. Emmanuel Macron devrait laisser faire François Bayrou. C'est vrai qu'il a perdu son pari de la distribution et depuis, il doit laisser faire. Il a perdu la main là-dessus et je trouve qu'on n'y arrivera pas s'il continue à vouloir être le maître des horloges. François Bayrou, d'un autre côté, croyait pouvoir rassembler des poids lourds de gauche, des réformistes de gauche, Xavier Bertrand et tout ça, et bien qu'il le fasse maintenant et qu'il dise, voilà, c'est mon gouvernement, et si tu ne veux pas, eh bien je me retire. C'est-à-dire que comme il a forcé la main à Emmanuel Macron, eh bien, il doit le faire jusqu'au bout. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais troisièmement, il faut que les partis politiques, c'est-à-dire les Républicains, les socialistes, les écologistes et le centre, eh bien, se disent qu'ils arrêtent d'avoir des lignes rouges qui sont contradictoires les uns avec les autres. On ne pourra pas faire de gouvernement avec toutes ces lignes rouges. Donc je crois que le problème, c'est Macron, le problème, c'est François Bayrou, et le problème, ce sont les partis politiques. Ça fait beaucoup de problèmes. Mais oui, c'est vraiment une équation quasiment impossible. Je précise, puisque l'information vient de nous parvenir, information TF1 LCI, que Laurent Berger, ancien leader de la CFDT, a refusé d'entrer au gouvernement. Ça ne se bouscule pas au portillon, Luc Ferry. Non, parce que les marges de manœuvre sont infinitésimales. À part s'occuper de ce qui est consensuel, c'est-à-dire l'aide à Mayotte et puis l'aide aux agriculteurs, 2 ou 3 sujets consensuels comme ceux-là, mais ceux-là sont évidemment prioritaires. Le reste est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on laisse de côté dans ce gouvernement des gens qui sont propres sur eux et qui sont censés être rationalistes, c'est-à-dire les sociodémocrates présentables, quelques écologistes non décroissants, la droite républicaine et puis le centre. On laisse de côté 50% de l'électorat français. On laisse de côté... le RN, LFI RN et LFI, plus l'extrême gauche et quelques écologistes aussi extrémistes, ça représente 20 millions d'électeurs. Donc ça veut dire que sans majorité absolue, François Bayrou, quel que soit le gouvernement, c'est pour ça que moi ça m'intéresse très peu tout ça, quel que soit le gouvernement, ne pourra faire que ce qui est consensuel. Dès qu'il se heurtera à une convergence entre le Rassemblement national et la LFI, c'est-à-dire par exemple sur les retraites, il ne pourra rien faire, ou sur le budget évidemment, il ne pourra rien faire. Donc il va. Alors Bayrou est génial pour ça parce que il est champion du monde du consensus. On l'a vu dans les réponses d'ailleurs au Parlement qu'il a faites. À chaque fois il disait c'est très bien ce que vous dites. Mais je sais que vous êtes sincère, etc. Même à Mathilde Panot, même à Vallaud, etc. À Boris Vallaud, je crois qu'il s'appelle. Et donc voilà, c'est le roi du consensus. C'est dire ce qu'est le propre du centre. Et donc, mais voyez, vous laissez de côté les deux extrêmes, c'est-à-dire 20 millions d'électeurs, quand même, c'est pas anecdotique. Mais au milieu, vous avez un pseudo-bloc central, mais ils peuvent pas se blairer. Voilà, entre les centristes, vous avez Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bayrou, qui sont tous les 3 candidats à la présidence de la République. Ouais. Vous avez les socialistes et les LR. On peut pas dire qu'ils aient toujours été, que le mariage ait toujours été réussi. Et donc vous avez un bloc central qui est tout sauf un bloc. Voilà. Donc je dis
dis, l'urgence, ce sera de s'occuper des agriculteurs, parce que ça, c'est vraiment urgent. Ça, ils le feront. Et ça, c'est bien. Et deuxièmement, ce sera de s'occuper de Mayotte. Donc, ces deux sujets-là, déjà toute l'année. Et si maintenant, Bayrou est capable de présenter quelque chose d'intelligent sur la proportionnelle, magnifique. Mais en dehors de ça, mais ça, c'est possible. Oui. Mais en dehors de ça, rien n'est faisable. Le budget en février, mais quel budget? Dany, c'est pas faux ce que dit Luc Ferry. Alors, vous croyez en Bayrou, hein? Je voudrais corriger sur une chose. Les 9 millions, c'est pas LFI, c'est le nouveau Front Populaire. Non, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit. Moi, j'ai cru comprendre que tu disais parce que LFI, ce n'est qu'une partie du nouveau Front Populaire. Je disais Rassemblement National plus extrême gauche égale pratiquement 20 millions d'électeurs. Ouais. Non, parce que les 9 millions, c'était le nouveau Front Populaire. Mais c'était pas. Donc, je crois que tu fais. Mais c'est pas grave. Je veux dire, dans la tendance. Ouais. Dans la tendance, tu as raison. On laisse de côté. Mais donc, la question serait, disons dans un pays démocratiquement normal, où il y a une coalition, la droite avec l'extrême droite, qui fait une majorité, ou le centre droit avec la gauche et l'extrême gauche. C'est deux possibilités de majorité. À partir du moment où on ne veut pas, et pour des raisons que je comprends, ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, il faut que des républicains aux socialistes, en passant par les écologistes, trouver un consensus. Mais la difficulté, je prends un exemple. François Bayrou a fait des erreurs. C'est pas ça la question dans ce qui s'est passé depuis une semaine ou deux. Mais il propose sur les retraites, il dit voilà, je gèle les retraites et 9 mois, on renégocie une réforme des retraites. Si après 9 mois, il n'y a pas de consensus et une nouvelle majorité, c'est la loi telle qu'elle est passée avec le 49.3 qui sera la loi des retraites. Donc c'était pas bête ça, il disait voilà, 9 mois au Parlement à négocier une nouvelle loi sur les retraites. Et tout de suite, les uns et les autres, ils disent ah non, ça on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'aussi bien les socialistes, LFI, je n'en parle pas, aussi bien les républicains, aussi bien le centre, ils ont peur de ces négociations. Parce que négociation, ça veut dire qu'ils devraient mettre de l'eau dans leur vin sur leur position. Et quand j'entends les uns et les autres, Retailleau, c'est pas ma tasse de thé, mais il dit s'il y a une loi sur la fin de vie, c'est une ligne rouge pour moi. Bon, il recommence ce qu'il a fait sur le mariage pour tous et tout ça. Donc si rentrer au gouvernement, c'est le gouvernement doit être sur ma ligne à moi, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit les républicains, ça ne peut pas marcher. Donc je crois que il faut pas se leurrer. Si demain il y a une dissolution et il y a une nouvelle élection, je ne vois pas une majorité absolue où la seule possible, je dis pas vraisemblable mais possible, serait le Rassemblement national. Donc la gauche a-t-elle intérêt aujourd'hui, vu la faiblesse de la gauche, d'une dissolution qui pourrait amener une majorité absolue à Marine Le Pen? Je ne les comprends pas. Donc toutes les forces politiques aujourd'hui ne regardent que leur propre nombril, essayent de protéger leurs 65 sièges ou 80 sièges ou 99 sièges et ça rend la France ingérable. Donc la responsabilité, elle est aussi dans l'incapacité des partis à se coltiner la réalité de la France d'aujourd'hui qui a besoin d'une certaine stabilité. Justement, au chapitre des lignes rouges de Daniel Cohn-Bendit, au Parti socialiste, sauf énorme coup de théâtre, il n'y aura pas de figure qui devrait intégrer le gouvernement. Et écoutons ensemble ce que disait François Calfon sur ces lignes rouges, notamment par rapport à Bruno Retailleau. Si il n'y a pas les marqueurs, et plus que les marqueurs, les besoins que les Français ont exprimés, s'il y a une nouvelle loi immigration inspirée par le Rassemblement national, en plus de Retailleau, il y aura une censure. C'est très simple. Et ce gouvernement durera moins longtemps que celui de M. Barnier. Donc personne n'y gagnera. Je crois pas du tout, moi. En fait, Dany et moi, nous disons exactement la même chose, mais avec des termes différents. À savoir que, de toute façon, ces gens-là,
nos politiques ne pensent qu'à leur intérêt particulier, à leur destin particulier, et donc ils fixent des lignes rouges en permanence, et là-dessus Dany a entièrement raison. Et donc ces lignes rouges font, et j'y reviens malgré tout, qu'il n'y a pas de majorité possible. Il peut y avoir des consensus, mais ils seront jamais assez larges pour qu'il y ait une majorité absolue à l'Assemblée. Bon, donc sans majorité absolue à l'Assemblée, Bayrou ne pourra, mais là il est très bon pour ça, ne pourra s'occuper que de ce qui est absolument consensuel. Jamais de ce qui peut faire polémique, ou surtout pas de ce qui pourrait relier LFI et Rassemblement National, c'est-à-dire les questions budgétaires, la question des retraites, etc. Et donc, c'est les deux sujets probablement les plus délicats. Sur la réforme des retraites, oui. En 9 mois, est-ce que vous y croyez ? C'était Dany qui l'évoquait, il le rappelait. Non, parce que Bayrou est pour la retraite à points, c'est tout à fait son droit. Et comme Dany, c'est parfaitement son droit. Moi pas, mais peu importe, c'est pas le problème. C'est une hypothèse qui est tout à fait défendable. Bon, moi je pense qu'il suffit d'augmenter la durée de cotisation, que c'est pas un problème d'âge de départ à la retraite, c'est un problème de durée de cotisation et de tenir compte vraiment, comme on l'avait fait en 2003 avec François Chérec, de la pénibilité. Mais bon, il y a deux modèles. Le problème de cette réforme des retraites, moi je ne l'aurais pas voté. Bien que de droite, je ne l'aurais jamais voté, pas plus que j'aurais voté le budget de Barnier. Moi je suis ravi de la censure. Voilà. Et donc pourquoi je l'aurais pas voté ? Parce que ceux qui commencent à travailler tôt, c'est injuste pour eux parce qu'ils sont obligés de cotiser plus longtemps, donc c'est absolument injuste. Et c'est scandaleusement injuste. Voilà. Il faut qu'une réforme des retraites, elle soit juste. Ça veut dire qu'on tienne compte de la pénibilité. C'est pas le problème de l'âge de départ, on s'en fiche complètement. Le problème, c'est la durée de cotisation. Et cette durée de cotisation, elle doit être la même pour tous, sauf modulation tenant compte de la pénibilité. Voilà. Moi, c'est ce que je défends. Donc, si Bayrou veut remettre sur le métier, comme on dit, la réforme des retraites, très bien. Mais il a deux choses à faire, indépendamment de ça. Il a à proposer un système de proportionnel qui soit vraiment intelligent, et c'est pas du tout évident, c'est très compliqué, et on sait pas exactement lequel. Il faut y réfléchir, il faut faire tourner les modèles sur les situations politiques réelles. Et deuxièmement, il faut là où il a raison, c'est de proposer un budget sur 10 ans, pas sur 3 mois, pas le 15 février, c'est pas vrai. Le 15 février, ça n'a aucun sens. Et surtout pas reprendre le budget de Barnier, par pitié, c'est une catastrophe. S'il y a eu une censure, c'est pas pour reprendre le budget de Michel Barnier. Il est catastrophique. Dany. Marie-Aline, le problème de ce que vient de dire Calfon, c'est idiot. M'excuse, c'est idiot ce qu'il vient de dire. Parce que s'il y a Retailleau, la gauche censurera, mais pas Marine Le Pen. Il n'y aura pas de censure. Retailleau n'est pas, justement, pour que tu as raison. Marine Le Pen accepte un certain temps ce gouvernement. Elle a mis une de ses lignes rouges, c'est Retailleau. Donc, de dire que s'il y a Retailleau, il y aura censure, c'est pas vrai. C'est le contraire, oui, tu as raison. C'est le contraire. Donc je veux dire, vous voyez, les responsables politiques qui veulent venir à l'antenne, ils disent n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors moi, je trouve ça un spectacle. C'est surréaliste ce qui se passe. C'est clownesque. C'est vraiment clownesque. On a le droit de dire n'importe quoi. Encore une fois, que Laurent Berger ait refusé. Laurent Berger avait refusé était le poste de Premier ministre. Il s'en est expliqué, on l'a lu dans les journaux. Donc, c'est évident que Laurent Berger, aujourd'hui, ne veut pas, on peut le regretter, moi je le regrette, mais c'est sa décision. Il n'entrera pas comme ça dans un gouvernement. Il est syndicaliste et il veut rester, en fait, syndicaliste. Oui, c'est honorable. C'est comme ça. Mais je crois, sur les retraites, alors si j'ai bien compris François Bayrou, il ne veut pas remettre la réforme à point. Il disait, il la défendait, mais maintenant, c'est fini. Il ne veut pas remettre. Et en fait, il espère exactement ce que vient de dire Luc. Il dit, on va revenir à une réforme des retraites qui n'est pas emballante, mais qui est comme ça, mais qui serait juste. C'est la durée de cotisation, 43 semestres, 44 ans, ça met le nombre est pour tout le monde. Donc, si vous avez commencé à 18, après 44 ans, vous partez à la retraite. Si vous avez commencé à 10 ans, vous partez plus tôt. Je veux dire, voilà, ça serait simple, ça serait juste, et ça serait pas une réforme fondamentale d'après moi, mais ça serait une réforme qui se défend.
qui se défendent. D'accord. Donc, c'est pas difficile, en 9 mois, de se mettre d'accord avec une telle simplicité sur la proportionnelle. Je crois, j'irai prendre la loi de 86 de Mitterrand, donc départementale, ce qui ferait qu'il y en a certains départements, il y aurait, disons, une population quand même restreinte, ce qui obligerait certaines forces politiques à faire des accords pour ces départements. Et dans les grands départements, eh bien, il y aurait une proportionnelle. Ça serait la chose, je ne dis pas la meilleure, mais la plus... Non, Dany, c'est pas suffisant. Il faut absolument mettre la censure constructive. C'est ça qui change tout. Mais, d'accord. Mais ça change tout. Parce que les types soient obligés là-dedans. Alors que tu l'as dit très bien. Chacun a ses petites lignes rouges. Ah, mais moi, j'ai ma petite ligne, puis elle est là, puis voilà. Ils sont grotesques. Bon. Et il faut que quand ils renversent un gouvernement, ils soient capables de proposer un nouveau Premier ministre avec une nouvelle majorité. Voilà. Or, et s'ils sont pas capables de le faire, qu'ils restent dans leur truc, dans leur marécage. Voilà. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, je veux bien, ce que tu dis sur 86, je suis tout à fait d'accord, mais il faut un système qui rajoute la censure positive comme chez toi, comme là-bas. Ok. Moi, je devais juste parler de la proportionnelle, mais tu as tout à fait raison. C'est positif, c'est vu de l'expérience de la République de Weimar. Exactement. Où toutes les semaines, on a renversé des gouvernements et que la gauche réfléchisse. On a renversé des gouvernements que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est ça qui est arrivé. Et la leçon. Donc, il faudrait que la gauche comprenne qu'au petit jeu qui est mené en ce moment par toute la gauche, mené par Mélenchon, c'est tapis rouge pour Marine Le Pen. La gauche, aujourd'hui, vu le paysage électoral de la France, ne peut pas gagner les présidentielles. Si on a un deuxième tour, Marine Le Pen, Mélenchon, c'est 65-35, 60-40. C'est impossible que Mélenchon gagne. Et même des gens comme moi, je ne sais pas, je n'irai pas voter. Je ne peux pas voter Mélenchon, je ne peux pas voter Marine Le Pen. Et ils doivent le comprendre, ceci. Il faut aujourd'hui remettre la France doucement en marche, stabiliser pour sortir des folies que nous sommes en train de vivre. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit à la fin, il ne restera que nous pour alimenter votre réponse. Vous montrez ce sondage. Parce que quand on demande aux Français quel est le parti qui leur fait le plus peur, le plus inquiétant, c'est d'abord la France Insoumise à 46%, le RN à 32% et aucun des deux à 21%. Mais c'est pour ça que Dany a raison. Si c'était un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, Le Pen gagne à tous les coups, évidemment. Mais sans aucun problème. Et ce sera même un raz-de-marée. Et donc, voilà, c'est pour ça que, ils disent pas, il faut que chez vous tout à l'heure. Bon. Juste un point dont on n'a pas parlé. Proposer un gouvernement, entre guillemets, de poids lourd. Non pas que plus vous êtes connu, vous pouvez être discutable. Ça. Mais au moins, ça veut dire qu'il y aura, à mon avis, c'est qu'il devrait. Je prêche pas pour mon sein, c'est pas ça. Mais il y a des grands chefs d'entreprise, des grands professeurs d'économie, peu importe, mais des gens qui viennent aussi de la société civile, pour laquelle j'ai une très grande estime. Elle a été quelqu'un vraiment qui a apporté quelque chose au gouvernement quand elle est rentrée dans le gouvernement. Et donc je pense que des poids lourds, oui, il a raison, parce qu'il faut qu'il y ait cette représentation nationale. On peut pas être représenté par des inconnus. Moi, dans le gouvernement de Barnier, il y a 80% des types que je connaissais pas. Mais du coup, je peux rien dire, j'en sais rien, je peux rien penser. Tandis que là, poids lourd, oui, je pense que c'est une bonne idée de Bayrou, mais pas que des politiques. On a besoin aussi de gens qui sont compétents sur un sujet. Luc, très intéressant cette question des poids lourds. Oui, mais là, en fait, il serait d'accord avec toi. Mais qu'il le fasse. Mais seulement, c'est pour ça qu'il a demandé à Laurent Berger, qui aurait été un autre poids lourd. Oui, pourquoi pas. Ouais, il a demandé, mais il n'a pas voulu. Le problème, c'est que ça, je l'ai entendu parce que j'ai eu des poids lourds de la société civile qui ont refusé, que dans la situation actuelle, vu la folie des partis, quelqu'un de la société civile ayant un poids, ayant des idées assez claires, ne veut pas se risquer de tomber dans ce panier de crabes.
que ce qu'est aujourd'hui la constitution d'un gouvernement et de défendre ce gouvernement. C'est-à-dire, il faudrait vraiment d'abord que cet accord de non-censure dise, bon, ça vaut le coup. On a 6 mois, 7 mois, et je peux apporter quelque chose. S'il n'y a pas cette protection, les poids lourds de la société civile ne rentreront pas. Non, Dany, je ne suis pas d'accord avec toi, mais Laurent Berger, qui a toute sa vie dit, nous ne faisons pas de politique. Et donc, je comprends parfaitement le refus d'un grand syndicaliste de rentrer en politique, parce que les syndicalistes ont toujours défendu cette thèse-là, que ce soit chez FO ou à la CFDT. Nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas des politiques. Nous défendons des intérêts corporatistes, mais au bon sens du terme, des corporations de métiers. Bon, tandis que je pense que des chefs d'entreprise, par exemple, seraient tout à fait prêts à rentrer au gouvernement. Ils n'auraient pas d'obstacle en disant, mais nous, on est prêts à aider, on est là pour aider, on est là pour faire vivre. Au fond, vous, les politiques, vous connaissez rien à l'économie, vous n'avez jamais dirigé une entreprise, vous êtes nuls à chaque fois. Mais attends, c'est pas entièrement faux. Hein. Alors, c'est loin d'être faux. Voilà. J'accepterais des gens comme Thierry Breton. Non, mais tu as des gens comme Thierry Breton. Là, les politiques, les purs politiques, Bayrou par exemple, il a jamais rien fait d'autre de sa vie que d'être politique. François Fillon, je prends exprès des exemples parce que qui sont de différents côtés, c'est pas pour être mais ils n'ont jamais rien fait d'autre que de la politique. Ils ne connaissent voilà, ou même très peu de choses au monde intellectuel, au monde économique, à la philosophie de l'économie, voilà. Écoute, et donc ces gens-là sont, si tu veux, ils gèrent le pays, mais ils sont quand même complètement débranchés, quoi. Prends l'exemple. Oui. Il paraît que Darmanin veut devenir ministre des Affaires étrangères. Oui. Quelle est la qualification de Darmanin pour ministre des Affaires étrangères? J'en sais rien. Mais prends un autre exemple. Présidence de Sarkozy. Il prend Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, un poids lourd de la société civile, qui a une expérience de la politique étrangère, mais à la fin, le système français... Sarkozy a pris Bernard Kouchner à condition que Bernard Kouchner arrête d'être Bernard Kouchner et fasse la politique de Sarkozy. Donc, dans la structure aujourd'hui mentale des chefs politiques, que ce soit président ou même Premier ministre, on ne prend pas quelqu'un de la société civile pour ce qu'il est, mais on veut simplement son aura et qu'il arrête d'être ce qu'il était dans la société civile. C'est ça qu'il faut changer, Dany. C'est ça qu'il faut changer. Tu vois, oui, c'est très important de changer ça. Avec François Bayrou. Moi, c'est pareil. Je suis rentré. Bon, je connaissais le monde éducatif comme pratiquement personne, puisque j'étais à tous les niveaux. J'ai traversé tous les niveaux du monde éducatif, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, en passant par le lycée, par le CNRS. Bon, donc je connaissais ça vraiment très bien. Mais c'est vrai que je me suis fait virer par Chirac au bout de 2 ans, et qu'il n'était pas content d'avoir quelqu'un de la société civile parce que j'avais pas porté ses valises comme les autres pendant 20 ans. Voilà, et que je ne lui devais rien d'une certaine manière. Bon, mais vous rejoignez Dany sur le fait que c'est compliqué. Mais c'est ça qu'il faut changer, et c'est ça que quelqu'un comme Bayrou pourrait changer. Quand il propose à Laurent Berger, c'est une bonne chose. Voilà. Mais je comprends que Laurent Berger refuse, mais je pense que tout le monde n'est pas dans le même cas, et je pense qu'on aurait besoin. Alors encore une fois, je suis d'accord avec l'idée de poids lourd. Je pense que d'un point de vue démocratique, c'est très important, que ce soit pour les aimer ou pour les détester, mais il faut se reconnaître en eux, sinon ça n'a pas de sens, la politique. Mais en revanche, je pense qu'il faudrait des personnalités de la société civile. Et toi, tu prends l'exemple de Bernard, qu'on aime tous les deux, on l'aime beaucoup, Kouchner. Mais moi, je te prends l'exemple de Christine Lagarde. Moi, je trouve qu'elle a été formidable. Oui. C'est important la représentation. Quand on demande aux Français, sur les 19 ministres, c'est très important. 16 ministres seulement, 16% des Français interrogés, selon un sondage Odoxa, connaissaient les 19 ministres testés. Moi, je trouve ça déjà beaucoup, 16%. Dany, vous êtes d'accord sur l'importance de la représentation? Oui, c'est important, oui. Oui, mais regarde, Christine Lagarde, cet été, je l'ai rencontrée par hasard à Francfort dans un café, on a discuté. Christine Lagarde a été contactée par Emmanuel devenir Premier ministre. Et elle lui a dit, oui, mais écoutez, ne voulait plus de Christine Lagarde parce qu'elle lui disait, non pas seulement comme Premier ministre, mais il faut leur laisser leur autonomie. Vous les prenez pour leur... Mais tu as raison. Et vous leur devez leur laisser leur autonomie. Mon ami, tu as raison.
Tu as raison, mais Christine Lagarde, elle a un poste à l'interne fragile avec Bayrou. Enfin, je veux dire, il faut quand même être raisonnable. Elle est bien au-dessus de Bayrou. Bon. Et donc, elle est bien au-dessus de tous les ministres du gouvernement de Bayrou, là où elle a beaucoup plus de pouvoir, elle a beaucoup plus d'aura, et son métier est beaucoup plus intéressant. Donc, il faut aussi choisir des gens qui seraient, certes, des poids lourds de la société civile, mais qui seraient quand même heureux de rentrer dans un gouvernement et de pouvoir aider à quelque chose, à faire comprendre, je ne sais pas moi, l'économie, par exemple, aux hommes politiques, et aux femmes politiques. Tu vois, c'est pour ça que notre débat, moi, il m'intéresse. Je sais pas s'il intéresse ceux qui nous écoutent, mais après ça, c'est une question de dentelle, si tu veux. C'est une question de cas par cas. C'est pas oui ou non société civile, mais il faut choisir des gens pour lesquels ça a du sens, et dans le gouvernement, des gens qui pourraient être vraiment utiles, apporter quelque chose, une réflexion. Parce qu'il faut quand même bien voir que les ministres se réunissent 2 fois par semaine et qu'on parle quand même. Pas très peu à l'Élysée, mais à Matignon, on discute. Le séminaire du gouvernement, on discute vraiment, on parle, on s'engueule, on parle. Mais... Moi, je me souviens d'engueulades entre Francis Mer et François Fillon, qui était vraiment, c'est important ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a des personnalités de la société civile qui réagir avec Luc Ferry à ce que dit Marine Le Pen. Elle dit, est-ce que Emmanuel Macron peut tenir jusqu'au... Mais moi, je crois que Marine Le Pen fait une erreur, d'ailleurs. Elle n'en peut plus d'attendre. Elle se voit déjà à l'Élysée. Mais il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas tenir. Responsable. Numéro 1, on va celui dans l'ordre. Ce sont les partis politiques qui... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment un vrai débat. Et du mariage pour tous, ils ne voulaient pas de tas de choses. Prenons l'exemple. Celui de leur signifier, eh bien maintenant, rentrer, et on ne sait pas si ça va devenir l'Afghanistan numéro 2, ou je ne sais quel, il n'a pas le temps d'attendre. Et donc, deuxièmement, je parle jamais gouverner. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé, et ils avaient déjà déclaré sur X, c'est une personne saoudienne d'extrême droite qui est liée avec l'extrême droite allemande. Des fois, les choses sans connaissance de cause, en ne parlant, en ne récitant que leur propre idéologie. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, Luc, sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut tenir jusqu'au bout dans ces conditions? Marine Le Pen pense... Européen, il y en a, tous les signes sont le pro. Je parle de Thierry Breton, bien sûr. Maintenant, là, elle a raison. Il n'a plus de pouvoir. Le pouvoir, il est maintenant du côté du Parlement, du côté du gouvernement, du côté du Premier ministre, mais il n'est pas du côté du président de la République. Donc là-dessus, elle a raison. Maintenant, moi, je continue à parier que Macron restera. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas de censure. Moi, je continue à parier que Bayrou est capable, pendant les 2 ans et demi qui viennent, d'éviter la censure. Il y a une conversation avec Balladur qui me disait, mais mon Dieu, comment ai-je pu nommer quelqu'un à l'éducation nationale qui n'a fait aucune réforme alors que je voulais absolument pour éviter toute censure, et du coup, ça permettra à Macron de rester. C'est pour ça que Macron a bien fait de céder à Bayrou. Alors, je peux évidemment me tromper. Il peut y avoir un 49-3 pour le budget, et dans ce cas-là, RN et les filles feront tomber le gouvernement. C'est très possible aussi. Mais normalement, personne au monde n'est mieux placé que Bayrou pour ne rien faire d'autre que le consensuel. Il est génial pour ça. Et comme c'est un homme très intelligent et qui est et que du coup Macron restera. Donc là où Marine Le Pen se trompe, c'est que c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais en revanche, la France continuera de déclencher le plan budgétaire ni sur les questions fondamentales qu'on évoque. Il peut arriver à trouver un consensus, même sur la censure positive. Là, je suis... Non, c'est une loi c'est une loi organique, on peut le faire. C'est une loi organique. Sauf que les LR partiront, les LR partiront, donc il n'y aura pas de majorité absolue pour faire passer une loi. Les LR partiront sur la proportionnelle. Ils quitteront le bloc, tu vois, c'est ça le problème. Mais Marine Le Pen ne pourra pas être contre. Ah non, elle sera pour, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, donc tu peux trouver une majorité. Bon, enfin, deuxièmement, je crois qu'il peut réussir sur les retraites. Sur ta proposition, je crois qu'à la fin, il peut dire, écoutez, arrêtons, parce qu'on a besoin de cette réforme, parce que, disons, la caisse des retraites est en train de s'effondrer, donc on a besoin d'une solution.
Bon, parce moi, que c'est consensuel. Et s'il trouve un projet consensuel, celui que je propose, à mon avis, serait consensuel. Il conviendrait au Parti socialiste et au LR. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ça va faire des petites choses. Malgré tout, c'est pas énorme. Oui, mais et par rapport à la situation des 3300 milliards d'euros de dette de la France, c'est pas suffisant. Ouais. Les agences de notation vont se réveiller, les marchés financiers vont se réveiller, les taux d'intérêt vont augmenter, le chômage va augmenter. C'est ça les grands sujets. Le déclin continue, tu vois, Dany. Stabilité, et qu'il arrive, et c'est là où ça va être intéressant, à faire un programme et de mettre, je crois que ça peut être un débat qui va dépasser, disons, je crois ça, j'en suis absolument certain. Dany, on verra. Soyons optimistes. Soyons optimistes ce soir. Dany, pour revenir à ce que vous disiez, l'attaque en Allemagne qui a fait 5 morts et 200 blessés, qui a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions politiques très rapides, alors que, je rappelle à ce stade, l'auteur de l'attaque a été écroué et aurait commis un acte isolé dont les motivations sont troubles et empêché le RN de poster ses messages. On l'a vu, Bardella qui présentait ses condoléances aux victimes et qui a parlé d'attentats islamistes. Ne doit rien au hasard. L'islam radical mène une guerre à une tradition chrétienne. Marine Le Pen aussi a dit qu'une fois encore, la barbarie islamiste sème la terreur au cœur de l'Europe. Un acte de guerre contre un symbole de notre civilisation. Et écoutez, parce que jusque-là, encore une fois, il n'y a pas de lien avec l'islamisme radical. Non, mais écoutez, c'est le contraire. C'est le contraire. Écoutez, Marie-Anne... Il va plus vite que moi. Allez-y, Dany. Non, mais il avait compris la fin de votre phrase. Non, je trouve que c'est pas assez de dire il n'y a pas de... Il y a une preuve que cet homme qui a donc réfugié d'Arabie Saoudite parce que sa lutte contre l'islamisme, après a été déçu, c'est un homme qui, il y a 4 ans, a posté que Madame Merkel est criminelle, qu'elle doit être en tôle, elle mérite la peine de mort. C'est la lutte se pose parce qu'elle veut islamiser l'Allemagne. Le type est complètement déréglé parce qu'il a attaqué le marché de Noël 40% d'AfD, d'extrême droite. Donc, je suis d'accord avec l'extrême droite, il est solidaire avec l'AfD, il va tuer des citoyens allemands qui sont à 35% de folie d'un type déréglé, d'un type complètement déréglé. Et de dire c'est un acte islamiste, c'est non seulement dégueulasse, mais ça prouve que ces gens-là seraient une menace s'ils gouverneraient. Voilà ce que ça montre. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre 30 secondes. Et le soir même, des grands médias comme le Spiegel avaient raconté la vie de ce type. Il est évident qu'il n'a rien à voir. Au contraire, il est islamophobe. Il y a eu en Allemagne, à Munich, en 2016, un Athénien a tiré sur des migrants. Eh bien, c'était lui aussi un jeune homme d'extrême droite qui voulait tuer des migrants. Ça existe, ça. On l'a vu en Norvège, on a vu que ça l'est aussi des jeunes d'extrême droite, et donc ce Saoudien qui voulait mettre l'Allemagne à feu et à sang. Mais ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Luc Ferry. Moi, je trouve qu'il faut attendre de voir. Donc, je pense que Dany a très probablement raison, mais je trouve qu'il ne faut pas se précipiter. Voilà. Il y a des islamistes qui boivent de l'alcool pour faire oublier qu'ils sont islamistes. Bon, vous avez aussi, voilà. Et vous avez, je veux dire, quand un Saoudien s'attaque à Noël, c'est quand même la plus grande fête chrétienne. Il y a quand même un retour du refoulé. Bon, alors maintenant, là où la droite va dire il est islamiste. Bon, attendons 2 secondes. C'est comme sur Mayotte. Un écologiste va dire c'est le réchauffement climatique. Un type de droite dira mais non, c'est l'immigration et les bangas, enfin je sais pas comment ça s'appelle en français, enfin les machins, les bidonvilles, voilà. Donc d'ailleurs pour ce qui est de Mayotte, c'est les deux évidemment. Et donc ne nous précipitons pas, attendons d'en savoir plus. Peut-être que le mec est complètement cinglé, peut-être qu'il est proche de l'AfD, c'est très possible, mais attendons d'en savoir plus parce qu'il y a quand même un côté retour du refoulé. Attaquer Noël, c'est quand même attaquer le cœur de la chrétienté. Bon, alors il était autrefois musulman.
musulman, il a quitté l'islam, donc il s'est rapproché de l'extrême droite. Il en veut à la manière dont les Syriens ont été traités en Allemagne. C'est bizarre parce que l'Allemagne a été le pays le plus ouvert, le plus accueillant du monde. Voilà. Attends 15 jours. Attends 15 jours. Là, vraiment, les grands médias ont retracé toute sa vie, ont ressorti tous les tweets. Là où il y a eu un problème qui est difficile, c'est que les services secrets saoudiens ont averti les Allemands que ce type pourrait faire un attentat, mais les services saoudiens, pour eux, c'était un traître, puisqu'il a quitté parce qu'il critiquait. Et donc les services allemands étaient dans une situation compliquée. Est-ce qu'on croit les Saoudiens qui veulent s'attaquer à quelqu'un qu'ils considèrent comme un traître? Mais sa vie est claire aujourd'hui. C'est absolument clair ce qui s'est passé. Le problème, le type est un psychiatre. Il y en a beaucoup qui sont barjots, c'est bien connu. Voilà, exactement. Donc, je veux dire, ils le savent d'ailleurs. Le retour du refoulé, c'est peut-être la seule. Oui, c'est qu'il y a quand même un retour du refoulé, tu vois, parce que s'attaquer à Noël, c'est possible. Voilà. C'est possible, mais ce n'est pas par islamisme. C'est donc. Oui, je te dis, tu as sûrement raison, oui. Mais voilà, c'est tout. Et ça. Je veux dire, d'utiliser, et l'AfD le fait aussi en Allemagne. Mais pareil, bien sûr. L'AfD le fait aussi en Allemagne. Bien sûr. Mais moi, là, de toute façon, je suis 1000% d'accord avec toi, et on en parlait avec notre ami Marie Chantrey hier, mais attendez, ne vous précipitez pas à dire une connerie simplement par option politique, par parti pris politique. Et là, franchement, le tweet de Bardella, mais mon Dieu, quelle ruine sur le plan intellectuel et moral. C'est pas bien de faire ça, c'est nul. Là-dessus, je peux être que d'accord avec toi. Mais attendez, réfléchissez 3 secondes. En plus, s'il voulait vraiment même de tenir un discours d'extrême droite, franchement, il pourrait tenir un discours autrement plus intelligent que celui-là. Évoquer d'autres choses. Le retour du refoulé, pourquoi il s'attaque, c'est quand même un étranger, etc. Bon, mais dire il est islamiste, c'est absurde puisque le type manifestement ne l'est pas. Et alors, sauf si c'est vraiment, alors là, le roi des dissimulateurs, ce qui peut aussi exister, mais je crois pas. Je crois que Dany a raison. Alors, je précise que l'enquête ne fait que commencer en Allemagne et les enquêteurs doivent encore saisir des disques durs, des ordinateurs. Voilà, il faut être prudent. Attendons 15 jours, 3 semaines. Déjà saisi. Ouais. Attends, non, excusez-moi, mais le Spiegel a eu lecture de tout ce qu'il y avait sur ces ordinateurs. Et d'ailleurs, c'était des tweets qu'ils ont retrouvés. Ce type a été interviewé par des journaux il y a 4 ans, il y a 3 ans, etc. Donc, on comprend. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qui l'a amené à faire ça. Alors, Luc donne une explication. Le retour du refoulé. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est une des rares explications qui pourrait expliquer cela. Mais sa lutte, c'était contre l'islamisme, et sa lutte, c'est le gouvernement allemand essaye d'islamiser l'Europe, essaye d'islamiser l'Allemagne. Voilà ce qu'il déclare, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a écrit. Donc, maintenant, on peut rechercher, sûrement, le mec est dingue. Tu vois sa vie du livre, c'est un mec qui est complètement dingue. Donc les politiques, ne touchez pas à ça. Voilà. Attention à la culture du tweet trop rapide. Vous parliez, Luc Ferry, de ce nouveau gouvernement qui va exclure des millions de Français potentiellement, 20 millions si on parle du RN et on parle des Insoumis. Là, on a le sentiment ce soir que c'est la droite qui mène en partie le jeu. Laurent Wauquiez ne participera pas au gouvernement, mais il entend avoir des garanties. Est-ce que c'est juste d'un point de vue démocratique que la droite républicaine, qui a 39 députés, se permette de dicter le jeu? Non, c'est grotesque. Et donc, Dany avait raison tout à l'heure. Il disait, dans un gouvernement, dans un pays normal, dans une démocratie normale, il devrait y avoir soit une union de la gauche, soit une union des droites, mais pas ce bloc central qui, en plus, j'y insiste, n'est absolument pas un bloc. Ils ne peuvent pas se blairer. Voilà. Entre socialistes et LR, et à l'intérieur même des centristes, encore une fois, Gabriel Attal
Édouard Philippe et Macron, et pas Macron, mais Bayrou, chacun a son agenda présidentiel. Ils peuvent pas se voir. Oui, mais c'est ça le problème. Donc, mais oui, mais c'est ça le problème, Dany. Mais on est d'accord tous les deux. Donc de toute façon, vous avez 3/3 qui sont déjà complètement divergents et le centre qui est lui-même divisé en 3. Donc et en plus, ils n'ont pas de majorité absolue. Donc oui, moi, je pense qu'il faut. J'ai toujours dit, je ne suis pas pour la démission de Macron, surtout pas maintenant. Il faut laisser Bayrou stabiliser. S'il réussit à éviter la censure, ce sera déjà quelque chose de positif en termes de stabilité politique, notamment pour les marchés financiers. Laissons Bayrou stabiliser les choses. Voilà. Mais s'il n'y arrive pas, oui, alors là, la question de la démission de Macron se posera évidemment, parce que si jamais il y a un nouveau 49.3, une censure, ce que je ne peux pas exclure totalement, même si je crois que Bayrou arrivera à l'éviter. Mais s'il ne l'évite pas, la question de la démission du président de la République sera sur la table. C'est inévitable. En plus, lui-même a dit, souvenez-vous, il a lui-même dit, oui, en tant que gaulliste, si je perdais une élection, que j'avais pas la majorité, je démissionnerais. Il l'a dit noir sur blanc, si je puis dire. Bon, il y a un moment où la question se posera si la censure non constructive le renvoie Bayrou et son gouvernement, voilà, dans la GN. Dany. Le problème, mais on touche le problème de la Ve République. Mais oui, exactement. Qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Elle fonctionne plus. On est d'accord. La perspective présidentielle, soit immédiate, ça c'est Mélenchon et Marine Le Pen, soit 2027, rend une trentaine de personnes complètement dingues en ce moment en France. Ils ne pensent qu'à ça. Et il y a 250 personnes, femmes et hommes, qui pensent qu'ils pourront gagner en 2032. Donc vous avez ceux qui déjà font 27, ceux qui parlent de 32, et il y a 500 personnes qui pensent qu'ils peuvent gagner en 37. Donc, et ce système-là, aujourd'hui, avec la faiblesse des partis politiques, eh bien, c'est une calamité. Donc, je trouve que la société française doit se poser le problème d'une réforme de la Ve République. Le présidentialisme, avec ses possibilités, par exemple, de nommer le Premier ministre. Le Premier ministre Macron devrait dire, écoutez, l'Assemblée, je nommerai Premier ministre, c'est la personne qui viendra à moi dire, voilà ma majorité. À vous de trouver une majorité. C'est comme ça. Et ne pas, lui, essayer de continuer de faire, moi je veux un tel. Donc, si on ne s'attaque pas à cette calamité présidentielle, eh bien, la France ira de crise en crise, vu aujourd'hui la balkanisation du paysage politique. Et moi, j'en rajouterais, je suis d'accord avec Dany, je pense que autrefois, quand il y avait la reconstruction de la France, quand on avait des personnalités quand même, comme le général de Gaulle, ou comme Pompidou, mais même comme Mitterrand, que Dieu sait que j'ai une aversion profonde pour cet homme. Mais t'as voté pour lui. Voilà, mais en tout cas, voilà, tu sais, moi j'ai toujours défendu Rocard, avec qui j'étais très ami, et j'ai toujours détesté Mitterrand. Mais peu importe, mais en tout cas, c'était un homme d'État. Voilà, quoi qu'en ait dit le général. Mais moi, j'ai dit, voilà, on a un président, on a un monarque républicain à l'heure où la société, la mondialisation n'existait pas du temps du général de Gaulle. Enfin, pas la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Il n'y avait pas le web, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça n'existait pas. Et donc, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, avoir un monarque qui est capable de nommer le président de Sciences Po, le directeur de l'Opéra de Paris, qui a 3000 potes, mais tout ça n'a aucun sens. Et moi, je l'ai dit, si on met un gamin à l'Élysée, on va le payer très cher. On voit aujourd'hui qu'on le paye très cher. Mais imaginez que demain, on ait Gabriel Attal et puis Bardella, mais ils n'ont pas le niveau, quelle que soit leur intelligence, c'est pas le problème. Mais ils n'ont pas le niveau. C'est des gamins. Voilà. Et on va mettre des gamins à l'Élysée qui ont le pouvoir de Louis XIV multiplié par 1000. Mais ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les Français comprennent que ce système politique est mort. Voilà. Que cette ça veut dire qu'il faut une sixième république ? Mais bien sûr, il faut changer de régime. Il faut non seulement
changer de loi électorale, mais il faut changer de régime. On n'est plus dans une situation avec la mondialisation ouverte, avec la complexité des problèmes de santé, de pandémie, d'intelligence artificielle, la Silicon Valley. On n'est plus avec des gamins qui connaissent rien à rien aux sciences. Voilà, c'est pas raisonnable. Voilà, on a une classe politique, par exemple, qui ne connaît rien à l'IA. On a un ministre Barrot qui a dit que le ChatGPT était un perroquet approximatif. On peut pas dire plus bête. C'est impossible de sortir une connerie d'une telle envergure. Bon, ces gens ne connaissent rien à rien, ni à la science, ni à la médecine, ni à l'économie. Voilà. Et donc, il y a un moment où ça suffit. Voilà. On peut pas mettre à l'Élysée des gamins qui n'ont aucune expérience et qui connaissent rien. Donc, il faut qu'on sorte de ce système monarchique qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et même si quelqu'un était extraordinairement intelligent et avait beaucoup d'expérience à l'Élysée, ça n'est pas suffisant. On n'a pas besoin d'un monarque. Voilà. Il faut qu'on ait un régime parlementaire intelligent, et il faut qu'on ait un régime dans lequel on n'a pas un type qui se prend pour Dieu, voilà, il se prend pour Dieu, voilà, il est génial, il arrose tout le monde de ses idées, les grandioses, ça n'a plus aucun sens, c'est délirant, voilà. N'importe lequel d'entre nous est plus intelligent que le président de la République aujourd'hui, ça n'a pas de sens, voilà. Je veux dire un peu formé, un peu, voilà. Donc il y a plein d'économistes, il y a plein de savants, il y a plein de scientifiques, de physiciens, de médecins qui savent 1000 fois plus de choses que lui. Et je veux pas qu'il soit à sa place. Il faut qu'on arrête ce régime absurde. Voilà. Cette monarchie n'a plus de sens dans la complexité du monde actuel. Plus personne, même si Emmanuel Macron était un génie, plus personne n'est capable d'occuper ce poste aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Voilà. Il faut qu'on ait un régime proportionnel, un régime parlementaire, et puis qu'on ait une pluralité au niveau. Moi, j'aime beaucoup le régime suisse, par exemple. Ils sont 7 à décider. C'est très bien. C'est beaucoup mieux. Ils discutent entre eux. Ça peut pas fonctionner. Mais bon, c'est autre chose. Voilà, mais bon, le régime allemand, moi je préfère le régime allemand, tu vois, même s'il est en difficulté aujourd'hui, et quoi qu'on pense des erreurs commises par Mme Merkel, elle a commis comme tout le monde des erreurs, mais globalement, pendant 4 mandats, cette femme a dirigé le pays avec un consensus de 70% ou de 65%. Voilà, nous c'est délirant, on a un président qui est détesté par 80% des Français, ou par 76% dans les derniers sondages. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Ça n'a pas de sens, voilà, il faut le dire. Merci beaucoup. Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. Alors vous êtes un mot, Dany, mais pas plus dans ce cas-là. Non, je voulais juste te dire, les partis politiques aussi sont détestés. Oui, c'est vrai. Mais dans un autre régime, il serait mieux. Voilà, il serait obligé d'être meilleur. Voilà. Merci Dany, merci Luc Ferry pour ce duel passionnant à suivre face à Margot Haddad, qui reçoit ce soir Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Très bonne soirée sur LCI.